Certaines opérations réussies des services secrets, les moins connues bien sûr, tiennent du chef-d'œuvre. C'est ce que m'a affirmé d'emblée M. X au cours de notre nouvelle rencontre la semaine passée. J'étais d'autant plus intéressé que mon interlocuteur ne s'est jamais montré très tendre pour ses anciens collègues et leurs manœuvres trop souvent tortueuses et presque toujours illégales. Alors, venons-en au fait. L'affaire est connue sous le nom de code Plumbat, un mot inventé de toutes pièces par les chefs du Mossad, le service d'espionnage israélien. Ce chef-d'œuvre, pour reprendre l'expression utilisée par M. X, est donc une opération tentée et réalisée avec succès par les Israéliens en 1968. Mais il faudra attendre de longues années pour commencer à apercevoir un petit bout de la vérité. Et aujourd'hui encore, beaucoup de détails touchant cette affaire demeurent inconnus ou mystérieux. Les Israéliens ne détestent rien tant que de révéler quoi que ce soit sur leurs activités ou recherches en matière nucléaire, même si le fait qu'ils possèdent la bombe atomique est un secret de polichinelle depuis fort longtemps. En réalité, dès 1966, sans doute, Israël a construit sa première bombe A. Et, nous le verrons, les Français n'y sont pas tout à fait étrangers. En 1969, le magazine allemand Der Spiegel écrit que l'État hébreu a déjà fabriqué 5 bombes, sans pour autant avoir procédé à des expériences. Aussitôt, Jérusalem dément. Et voici ce qu'écrit Pierre Péan dans son livre publié chez Fayard intitulé « Les deux bombes ». Les Américains apprennent l'année suivante que leur gouvernement conduit sa politique au Moyen-Orient depuis 2 ans, comme si Israël détenait la bombe ou était en mesure de l'assembler très rapidement. Il faudra attendre 1977 pour savoir qu'en 1968, Richard Helms, patron de la CIA, avait dit au président Johnson « Israël a la bombe ». Ne le dites à personne d'autre, aurait répondu le chef de la Maison-Blanche. Israël, cette année-là, déploie une grande activité pour démentir les assertions qui fleurissent partout. Israël a 8 bombes, dit-on, en 1972. 8 bombes, donc, en 1972. Or, c'est 4 ans plus tôt, en 1968, que se déroule l'opération Plumbat. Cette année-là, 200 tonnes d'uranium disparaissent mystérieusement en Méditerranée. Pas pour tout le monde, naturellement. La bombe, les Israéliens en ont toujours rêvé. Oui, pour dissuader leurs adversaires arabes de les attaquer. Bien sûr. Il suffit de regarder une carte de géographie. Israël est à une portée d'aile des pays arabes qui l'entourent. Et d'autre part, même en tenant compte de l'annexion de la Cisjordanie, c'est un très petit pays. Par conséquent, si ses voisins arabes peuvent se permettre de perdre une guerre de temps en temps, ça n'est pas permis à Israël. Car une défaite équivaudrait à une condamnation à mort. D'où cette course à la bombe atomique. Oui, l'arme ultime, celle qu'on utilise en dernier recours lorsque tout menace d'être perdu. D'accord, mais la dissuasion impose que l'adversaire sache qu'on est en possession de l'arme atomique. Or, Israël a toujours farouchement nié. Et parce que l'État hébreu ne pouvait pas faire autrement, pour ne pas être accusé d'être responsable de la prolifération nucléaire dans la région. Mais ces dénégations successives n'ont jamais trompé personne, surtout pas les Arabes. J'ajoute qu'à la fin des années 60, les Israéliens avaient une autre raison urgente de vouloir posséder la bombe. Quelle raison? Vous n'ignorez pas qu'après la guerre des 6 jours, la France, qui était un des principaux fournisseurs d'Israël, avait décidé un embargo. Un embargo militaire, enfin, plus ou moins bien appliqué, puisqu'on a quand même laissé partir les fameuses vedettes de Cherbourg. Oui, vous avez raison. Nous en avons déjà parlé ici même. Exactement. Enfin, il n'était plus question de livrer des mirages, par exemple. Or, l'arme nucléaire pouvait permettre à Israël de suppléer ce manque. D'autre part, les dirigeants de l'époque pensaient, non sans raison, que la possession de la bombe leur permettrait de réduire leur budget militaire qui était surdimensionné pour un pays aussi petit. Donc il y avait urgence. Exactement. Et dès la fin de la guerre, en 1967, le Mossad a reçu pour mission de se procurer de l'uranium à tout prix. Mais le combustible, ça ne suffit pas. Il faut aussi la technologie, les installations. Et les Israéliens avaient déjà tout ça, grâce à la France. Mais si vous voulez, nous en parlerons tout à l'heure. Car je peux d'ores et déjà vous le dire, notre pays, même s'il ne paraît pas impliqué dans l'opération Plumbat, n'est pas aussi innocent qu'il y paraît. Comme vous voulez, on y reviendra, hein, promis. Alors, Plumbat, justement. L'opération commence avec cet ordre donné au Mossad. Quel est le Premier ministre? Golda Meir, une femme à poigne, comme vous le savez. Oui, ça, mais où trouver de l'uranium? J'y viens. Le combustible nucléaire ne se négocie pas comme n'importe quel produit.
Et les grandes puissances désireuses d'éviter la prolifération nucléaire veillent au grain. Par conséquent, il faut ruser. Et après un tour d'horizon mondial, les agents israéliens repèrent une faille. Où? En Belgique. La Belgique ne produit pas d'uranium? La Belgique, non. Mais certaines sociétés belges, oui. Une en particulier, la SGM, Société Générale des Minerais. Grâce à sa filiale, l'Union Minière. Elle a extrait du Zaïre. Du Katanga. Oui, c'est ça. Ouais. Je vous rappelle qu'elle y faisait la loi. Donc l'Union Minière a extrait de grosses quantités d'oxyde d'uranium qui ont été transférés en Belgique. Et cet uranium est à vendre? Oui. Or, à cette époque, le minerai se vend mal. Ah bon? Il y a une crise, pourquoi? D'abord en raison du traité de non-prolifération signé quelques années plus tôt. La demande militaire est faible. Et la demande civile pour les centrales nucléaires est encore dérisoire, puisque ces installations n'ont pas encore été construites. La SGM, là, cherche donc des clients pour écouler son uranium. Tout à fait. Mais je vous l'ai dit, ce minerai ne se négocie pas comme n'importe quel matériau. Bien sûr. Il faut y mettre les formes, subir des contrôles. À l'intérieur de la CEE, il existe un organisme qui s'appelle l'Euratom et qui est justement chargé d'opérer toutes les vérifications nécessaires et de donner son accord avant toute transaction. Ouais. Mais c'est surtout la question de l'acheteur qui importe. Évidemment. Donc il faut tricher. Il n'y a pas d'autre solution. Alors comment ça se passe? Mais les patrons de la SGM sont approchés par les dirigeants d'une société qui se nomme l'Asmara Chemie. Ouais. Quelle nationalité c'est? Allemande. La société est basée à Wiesbaden, en RFA. Et son activité? La chimie, comme son nom l'indique. Oui, mais c'est une vraie société, enfin, je veux dire, une société qui a de réelles activités. Oui, enfin, quelques activités. Asmara fabriquait peu et servait surtout d'intermédiaire dans les passations de marché. La société avait par exemple vendu des savons et autres produits de nettoyage aux forces américaines stationnées en Allemagne. Et ses patrons? 2 Allemands, Scharf et Schulzen. Mais l'important, c'est qu'au milieu des années 60, Asmara avait commencé à nouer des relations commerciales suivies avec des sociétés israéliennes. Ah ben nous y voilà. Bien sûr. Israël, pour des raisons évidentes, voulait pouvoir compter sur des sociétés qui apparemment n'étaient en aucune façon dirigées par des citoyens israéliens. Et c'était le cas d'Asmara. Asmara qui n'avait rien à refuser à ses clients israéliens. Oui, à mon avis, rapidement, c'est allé plus loin. Asmara est devenue une société sous contrôle des Israéliens. Un contrôle occulte, évidemment. Donc les dirigeants de cette petite société prennent contact avec la SGM et ils font une offre sensationnelle. Ils désirent acheter 200 tonnes d'oxyde d'uranium. C'est une très très grosse quantité, ça. Ouais, considérable. Il y en a pour presque 4 millions de dollars de l'époque. J'imagine que la SGM, devant une offre aussi importante, doit s'enseigner. C'est évident, parce que les Belges n'ont jamais entendu parler de cette modeste société allemande. Par conséquent, les gens de la SGM, qui ont le bras long, enquêtent discrètement. Et ils apprennent qu'Asmara est non seulement en mesure de payer, mais que l'argent a déjà été déposé dans une banque suisse. Les voilà rassurés. Oui. Ouais. Mais il doit quand même falloir donner une bonne raison pour acheter de l'uranium en de telles quantités. Non, c'est juste. Et Schulzen, car c'est lui qui mène les négociations, donne une explication qui se tient. Asmara veut se lancer dans la fabrication massive de produits pétrochimiques. Et l'oxyde d'uranium sera utilisé comme catalyseur. C'est plausible? Écoutez, je ne suis pas chimiste, mais il paraît, oui. Ça n'est pas invraisemblable. En tout cas, les patrons de la SGM sont très tentés d'accepter cette explication. L'essentiel pour eux, c'est que Asmara est capable de payer l'uranium. Oui, puis c'est une société installée dans la CE. Bien sûr. Mais assez vite, toutefois, le nommé Schulzen montre le bout de l'oreille. C'est-à-dire? Elle explique aux négociateurs de la SGM que l'oxyde d'uranium, pour être utilisé industriellement comme catalyseur, doit être traité. Une opération chimique complexe qu'Asmara ne peut assurer. En conséquence, le minerai doit être transporté au Maroc, où une entreprise chimique est à même de se livrer à ce traitement, et il sera ensuite retransféré à Wiesbaden, où Asmara exerce son activité. Et ça veut dire que l'uranium quittera momentanément la SCE. Oui, et ce transfert doit être autorisé par l'Euratom. Et tout de suite, l'homme de la SGM met en garde ses partenaires allemands. Il sera très difficile, sinon impossible, d'obtenir l'exportation, même temporaire, d'un minerai aussi sensible. Il faut donc trouver autre chose. Tout à fait. Et vous allez le voir, les Israéliens, car ce sont eux qui pilotent entièrement l'affaire, vont imaginer une autre solution très ingénieuse. Mais le Maroc, déjà, c'était une sorte de coup de génie. Pourquoi imaginez que l'opération est réussie. L'uranium, naturellement, aurait disparu avant d'atteindre le Maroc. Mais tous les soupçons se seraient portés sur les Arabes. Sur l'opération Plumbat, un livre très documenté apparu en 1978, Un pavillon sans complaisance, publié chez Fayard et écrit par 3 journalistes, Paul Eddy, Hélène Davenport et Peter Gilman. Je leur emprunte ces quelques lignes. Les mouvements d'entrée et de sortie de l'uranium étaient contrôlés par une agence de la CEE nommée Euratom. En fait, de chien de garde de la production nucléaire, c'était une créature pathétique qui ne mordait pas
et n'avoyait guère. Néanmoins, l'exportation de l'uranium de la communauté, même à titre provisoire, comme Asmara prétendait le faire, était une affaire litigieuse. L'Euratom lui-même n'avait pas qualité pour permettre les exportations et il devait demander l'autorisation à la Commission européenne. Comme celle-ci était un organisme essentiellement politique, englobant des tendances d'opinion très diverses, elle se montrait extrêmement prudente. Devèze, il s'agit de l'interlocuteur de la SGM, avertit Asmara que le Maroc n'étant pas membre de la CE, l'autorisation d'exporter de l'uranium à Casablanca serait difficile à obtenir. Asmara parut accepter ce contretemps avec résignation. Schulzen répondit à Devèze qu'il allait s'enquérir d'une autre compagnie de la communauté européenne capable de traiter l'uranium. Entre-temps, rien n'empêchait les deux sociétés de poursuivre leurs négociations concernant les prix, la livraison et les autres points de détail. Asmara devait donc sortir un nouveau lapin de son chapeau, et ça a été vite fait. Vous voulez dire que les Israéliens avaient anticipé la difficulté? Certainement. Et via les dirigeants d'Asmara, ils ont proposé une nouvelle solution à la SGM. Laquelle alors? Ils ont affirmé avoir trouvé une société italienne susceptible de procéder à cette délicate opération de traitement de l'oxyde d'uranium. Gros avantage, l'Italie faisait partie de la CE. Donc l'Euratom n'avait pas son mot à dire. Alors, parlez-moi de cette nouvelle entreprise. C'était une société dirigée par un homme très entreprenant, un certain Sertorio. Et qui s'occupait de quoi, celui-là? De commerce de teinture pour l'industrie textile. Donc aucun rapport avec le traitement de l'uranium. Absolument. Ça aurait dû alerter les dirigeants de la SGM. Pas du tout. La SGM, je vous le répète, ne pensait qu'à vendre son uranium à cette société Asmara, qui disposait des millions de dollars pour l'acheter. Le reste lui importait peu, et d'ailleurs très vite, par un tour de passe-passe, Sertorio a fait modifier en toute urgence les statuts de son entreprise. Il pouvait désormais en toute légalité travailler dans n'importe quelle branche industrielle. Et donc aussi dans le traitement de l'uranium. Et voilà. Et cet industriel-là, italien Sertorio, c'est ça, était manipulé lui aussi, ou il savait ce qu'il faisait? Sertorio était aux abois. Sa société perdait beaucoup d'argent. Ça suffisait, non? Pour lui faire accepter n'importe quel marché fructueux. Admettons, alors, que se passe-t-il là? L'uranium est acheté, transféré en Italie? Attendez, là encore, Asmara et donc les Israéliens vont faire preuve d'une grande imagination. Racontez. Schulzen, le négociateur d'Asmara, met en avant les difficultés de transport par voie terrestre d'une aussi grande quantité d'uranium sur un trajet aussi long. Et cela à une époque où Greenpeace n'existait pas encore. C'est juste. On n'était pas encore aussi pointilleux qu'aujourd'hui. Il n'empêche que ce transport devait obéir à un certain nombre de précautions. L'oxyde devait être bien sûr confiné. Enfin bref, Schulzen propose que le précieux minerai fasse le voyage en bateau. Et objection de la SGM? Non, puisque l'uranium doit passer d'un pays de la CE à un autre. L'Euratom ne devrait pas s'opposer à ce transfert par la voie maritime. Mais parce qu'il ne s'agit pas d'une exportation hors du marché commun. C'est cela. Alors si vous le voulez bien, revenons un petit peu en arrière. Et ça va vous prouver que l'opération Plumbat était préparée de longue date, méticuleusement préparée. Méticuleusement, alors je vous écoute là. La négociation entre Asmara et la SGM commence au printemps 68 et se conclura en novembre de la même année. Entre-temps, au cours de l'été, un avocat suisse fonde une compagnie de navigation au Libéria. Le Libéria qui doit être le champion du monde toute catégorie des pavillons de complaisance. Oui, là-bas on crée une nouvelle compagnie en très peu de temps et en payant une somme ridicule, quelques centaines de dollars tout au plus. Et dès ce moment, la compagnie, si elle possède des navires, a le droit de leur faire arborer le pavillon libérien. On ne peut pas faire plus simple. Non, mais c'est un système qui conduit, on l'a encore vu récemment avec l'Erika, à des désastres. Enfin, passons. Donc la compagnie qui s'appelle la Biscayne Traders Shipping Corporation est créée. 3 hommes de paille en sont les dirigeants. Mais moins de 48 heures plus tard, ces types s'effacent au profit d'un nouveau président, un Turc, nommé Yarissal. Yarissal, qui est celui-là? Un personnage très mystérieux. Un homme d'affaires qui voyage beaucoup, arme parfois des navires et s'occupe de trafics divers. Par exemple... J'ai pas de preuves, mais enfin je suis à peu près certain que cet homme a dû toucher de très près au commerce des armes. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a croisé la route de Scharf après-guerre. L'un des deux responsables d'Asmara. Oui, les 2 hommes d'affaires se trouvaient alors en Érythrée, dont la capitale s'appelle justement Asmara. Ils ont fait de juteux bénéfices en revendant les surplus d'armes alliées. Alors, comme d'après ce que vous m'avez dit, la société Asmara était sous le contrôle occulte des Israéliens. Il en était certainement de même avec Yarissal. Bon, c'est plus clair. Alors poursuivons. Ce Yarissal est maintenant le président de cette toute nouvelle compagnie de navigation. Et aussitôt, il s'empresse d'acheter un cargo. Ce qui me semble logique pour un armateur. En effet. Et Yarissal s'adresse à un de ses confrères de Hambourg. Il a besoin, dit-il, d'un bâtiment de 2500 tonnes et il est prêt à payer 400 000 $. 3 semaines plus tard, l'armateur de Hambourg lui fait une offre, le cargo Schasberg.
est à vendre. Jauge et prix, il correspond exactement à ce que cherche Yarissal. Faisons qu'à faire. Le Turc, par prudence, fait vérifier le bon état du bateau et la vente est conclue. La Biscayne Traders Shipping possède désormais un bateau. Tout cela a été très vite, hein? Oui, dans un monde, celui du commerce de la navigation, où l'on ne tarde guère à prendre des décisions, la négociation a quand même été excessivement rapide. Ouais, manifestement, Yarissal est très pressé. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. On se trouve alors fin septembre. Première décision, Yarissal transforme le nom du Schersberg en lui ajoutant une lettre. Le Schersberg devient le Schersberg A. Ah, pour quelle raison? Ah, ça, je ne sais pas. Deuxième décision, plus attendue celle-là, le cargo quitte les registres allemands et est immatriculé au Liberia. Enfin, troisième décision, la plus importante, Yarissal congédie illico l'équipage et le remplace par des hommes qui ont déjà navigué pour lui. Et le capitaine? J'y viens. C'est un type très jeune, pour commander un navire, je veux dire. Quel âge? La trentaine. Il est anglais. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il prétend s'appeler Peter Barrow. Au reste, c'est un marin très expérimenté, très sûr de lui. Ouais, mais il ne s'appelle pas Barrow, si je comprends bien. Évidemment, Ouais. ce capitaine est en réalité un officier de la marine israélienne. Ouais. Et la suite, alors? Le Schersberg A entreprend un voyage vers Naples. Sans cargaison. Sans cargaison, non. Il s'agit pour le nouveau capitaine de se familiariser avec le navire et pour l'équipage de veiller à ce que tout fonctionne à bord. Une sorte de répétition, c'est ça? Exactement. Mais à bord, seul le prétendu Barrow est au courant. Et pendant ce temps-là, alors, la négociation entre Asmara et l'SGM... Elle se poursuit dans un excellent climat. Au début du mois d'octobre, tandis que le Schersberg vogue vers Naples, le contrat est signé pour une somme de 3 700 000 $ et la SGM se charge d'obtenir les autorisations nécessaires auprès de l'Euratom. Oui, c'est des autorisations pour transporter l'uranium par mer. C'est cela. Et dans les bureaux de l'organisation communautaire, on n'a rien trouvé à redire. Donc l'autorisation a été donnée. Oui, le seul point qui a fait un instant problème était celui de l'utilisation de l'uranium comme catalyseur. Mais une information est venue fort à propos de Hollande où l'on venait d'acheter de l'uranium dans le même but. Une information truquée? Non. Mais que voulez-vous, même dans les scénarios les mieux huilés, un petit coup de change est parfois le bienvenu. Enfin, tout va si bien que fin octobre, tout est réglé. Il ne reste plus qu'à transporter les 200 tonnes d'uranium jusqu'au port d'Anvers où le Schersberg A est attendu. Il fallait maintenant mettre au point la dernière partie de l'opération. Et ce n'était pas la moins audacieuse. Dans le livre, Un pavillon sans complaisance, les journalistes Eddie Davenport et Gilman expliquent qu'Euratom, à l'époque des fêtes, était un organisme miné par les dissensions qui existaient entre les différents pays qui le composaient. Et ces agents n'avaient pas droit au chapitre dans des marchés, comme celui qui avait été conclu entre Asmara et l'SGM. Seul le département de l'approvisionnement, dirigé par un juriste, l'Allemand Félix Auboussier, pouvait s'y opposer. Mais les dirigeants de la SGM, qui étaient messieurs Devez et Nikolai Jack, ont su se montrer convaincants. Je cite à nouveau les auteurs de ce livre. Auboussier ne trouva rien à redire à ce plan, bien que l'uranium dût quitter techniquement la juridiction de l'Euratom pour la durée du voyage à destination de l'Italie et retour. Cependant, il répondit que, pour plus de sûreté, il désirait qu'Asmara lui écrive une lettre confirmant les détails. Devez et Nikolai Jack acceptèrent de transmettre le message à Asmara. Avant de quitter le bureau d'Auboussier, ils lui signalèrent que l'affaire était extrêmement confidentielle. Auboussier ne fut pas surpris. Tous ceux qui venaient le voir au sujet de marché d'uranium tenaient à ce que les détails restent secrets. Cette affaire n'était pas différente des autres. Et M. X nous l'a dit, les fonctionnaires de l'Euratom ne se montrèrent pas autrement curieux. Dès que le Schersberg A arrive dans le port d'Anvers, il se passe quelque chose de très curieux à bord. Le capitaine convoque tous les hommes d'équipage et leur annonce qu'ils sont congédiés. Tous. Tous, oui. Et pourtant, ils ont été engagés à peine un mois plus tôt. C'est ça, hein? Mais leur mission est terminée. Leur travail, c'était de mettre le bateau en état de naviguer, un point c'est tout. Et dès qu'ils touchent le port d'Anvers, ils sont tous remplacés. Et par qui? Devinez? Par des marins israéliens. Et toujours, bien sûr, sous le commandement du mystérieux capitaine Barrow. Évidemment, tous ces hommes possèdent de fausses identités. Une question quand même. Je sais bien que le cargo est désormais libérien et que les lois sociales du Libéria doivent être particulièrement laxistes. Enfin, comment peut-on se débarrasser aussi facilement d'un équipage? Bon, c'est très simple. On dit aux hommes que le bateau vient de changer de propriétaire. Yarissa l'a vendu. C'est vrai, ça? Certainement. Mais ça n'a aucune importance. Les marins, surtout lorsqu'il s'agit d'un équipage hétéroclite, sont habitués à être ainsi ballottés. Ouais.
Alors l'uranium est chargé sur le Shersberg A. Oui, des centaines de fûts. Et le cargo prend la mer à la mi-novembre. Pas de contrôle douanier? Si, comme d'habitude. Mais les papiers du Shersberg A sont en ordre et les douaniers n'ont rien à redire. Et conformément au plan prévu, le cargo pénètre dans la Manche et se dirige vers le golfe de Gascogne. Ouais, la route vers l'Italie, quoi. Oui, enfin, c'est le détroit de Gibraltar et le passage en Méditerranée. Et jusque-là, rien de suspect. C'est vrai. Mais à la hauteur des Baléares, changement de cap. Au lieu de remonter vers le nord et Gênes, où en principe l'uranium doit être déchargé, le Shersberg A file tout droit vers l'est. C'est-à-dire vers Israël? Pas tout à fait. Mais pourquoi? La manœuvre est trop grossière. Il faut une fois de plus donner le change. Un autre bateau israélien attend le Shersberg A, près de la côte turque. Sans doute un bâtiment militaire. L'uranium est transféré d'un bateau à l'autre et peu de temps après, les fûts d'uranium sont déchargés dans un port israélien et très vite acheminés vers la centrale de Dimona où, dans le plus grand secret, Israël fabrique ses premières bombes A. Et le Shersberg A, lui? Il fait escale dans un port turc, puis il fait route vers Palerme, où l'attend comme par hasard l'équipage qui a été précédemment licencié. Et oui, que voulez-vous? Il paraît que Yarissal a racheté le cargo qu'il avait vendu quelques jours plus tôt. Ouais, encore un tour de passe-passe, quoi. Oui, mais quand il y aura enquête, car on ne peut quand même pas laisser passer sans réagir la disparition de 200 tonnes d'uranium, on s'apercevra que les pages du livre de bord du Shersberg A ont été soit arrachées, soit maculées de graisse. C'est-à-dire les pages concernant le trajet jusqu'à la côte turque. Bien évidemment. Et l'enquête va en rester là? Elle va se traîner plusieurs mois, sans résultat. Ouais, c'est tout de même extravagant, non? On pouvait interroger les dirigeants d'Asmara et aussi cet Italien, là, dont la société avait accepté le traitement de l'uranium. Et puis il y avait aussi Yarissal. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais enfin, tout le monde a joué les innocents. Yarissal, par exemple, n'était plus propriétaire du Shersberg A quand le cargo a mystérieusement disparu. Quant aux autres, ils ont déclaré tout ignorer. C'est un peu gros en toute logique. Asmara aurait dû porter plainte pour vol. Oui, il n'en a rien été. Et pour sa part, Sertorio, l'Italien, a prétendu qu'il avait reçu une lettre l'informant que la transaction était annulée. Vous avez compris? Les dés étaient pipés et on s'était arrangé pour étouffer l'affaire. Mais pourquoi? Parce que personne ne voulait vraiment que l'enquête débouche. Les Allemands d'abord. Les Allemands qui étaient concernés au premier chef, puisque c'est une société allemande, Asmara, qui avait acheté l'uranium disparu. Vous voulez dire qu'ils auraient pu être complices des Israéliens? Ça me semble évident. Il faut savoir que dans les années 60, la RFA avait noué des relations très fructueuses avec Israël. Les Allemands avaient beaucoup à se faire pardonner, n'est-ce pas? Ça. Alors ils n'ont pas rechigné lorsque l'État hébreu leur a demandé de lui fournir des armes. Mais c'était dangereux. Pourquoi? À cause des Arabes. Si on coopère avec Israël, surtout dans un domaine aussi sensible que le commerce de matériel militaire, on se fâche automatiquement avec les pays arabes. Et le gouvernement allemand n'avait nulle intention de se priver de commercer aussi avec les Arabes. Oui, il fallait donc trouver un biais. Et quand Israël a demandé aux Allemands de l'aider à se procurer de l'uranium, on a trouvé ce subterfuge, une transaction commerciale entre deux sociétés privées. Ça signifie donc qu'en Allemagne, on savait parfaitement que cette société Asmara travaillait étroitement avec les Israéliens. Oui, mais pour le gouvernement allemand, les apparences étaient sauves. Et pourquoi Israël a-t-il choisi l'Allemagne? Parce que nous, Français, ne pouvions pas leur offrir ce petit service, officiellement en tout cas. À cause de l'embargo sur les armes décidé par le général de Gaulle. Oui. Mais vous avez dit officiellement, c'est ça, hein? Ça veut dire qu'officieusement... Bien sûr. Oui, je ne serais pas étonné que la France, ou en tout cas certains milieux dirigeants français, aient donné un petit coup de main dans cette affaire. Ou à tout le moins, aient encouragé les Allemands à rendre service aux Israéliens. En parfaite contradiction avec l'embargo et la doctrine du gouvernement français. Tout à fait. Mais vous pouvez le prouver? Écoutez, dans ce genre d'affaires, on trouve difficilement des preuves. Mais si on rapproche les faits, on commence petit à petit à y voir clair. Rapprochez. L'enquête d'abord. L'Europe alors, c'est essentiellement la France et l'Allemagne. Le couple moteur de la construction européenne, comme on dit. Or, si l'enquête sur la disparition de l'uranium est étouffée, ça ne peut être qu'en parfait accord avec ces deux gouvernements. Vous êtes d'accord? Oui, mais poursuivez. En 1968, après la guerre des 6 jours et la volonté élyséenne de couper militairement les ponts avec Israël, l'État hébreu ne peut raisonnablement plus compter sur l'aide française. Une aide qui a été essentielle dans le domaine nucléaire. Oui, mais cette aide, ça, c'était du temps de la 4e République, non? Détrompez-vous, malgré l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, la coopération franco-israélienne dans le domaine nucléaire a continué, en dépit des ordres donnés par le général en personne. Intéressant, non? Donnez-moi des détails, alors. Bien volontiers. Il faut d'abord savoir que ce sont des Français qui ont construit la centrale nucléaire israélienne ultra-secrète de Dimona, dans le désert du Negev. Mais ça, vous le savez. Or, quand le général prend le pouvoir, les travaux sont loin d'être achevés. Et pendant au moins 2 ans, ils se poursuivent sans que le pouvoir gaulliste s'y oppose. Et pourquoi, alors? Parce que le plus grand secret est préservé. Et qu'au sommet de l'État, on ne sait pas. Mais quand De Gaulle est enfin informé que les accords nucléaires secrets entre la France et l'Israël n'ont pas été réellement rompus, il entre dans une violente colère et exige qu'il y soit mis fin immédiatement.
On est donc alors au début des années 60. Oui, mais le général, encore une fois, n'est pas obéi. Je croyais pourtant qu'à cette époque-là, hein, l'Élysée contrôlait tout et que l'autorité du général n'était pas discutée. Eh bien, c'est faux. Et la France a continué à participer à la construction de Dimona. Comment cela a-t-il été possible? Le lobby pro-israélien en France avait mis au point des systèmes très malins et très secrets qui permettaient de contourner la volonté élyséenne. Par exemple, alors? L'une des entreprises les plus impliquées était Saint-Gobain. Elle avait créé une société très confidentielle dirigée par des prête-noms. Société qui a continué à travailler à la construction de Dimona en dépit des ordres du général. Et ça, à votre avis, jusqu'en quelle année? Je pense que ça a continué au moins jusqu'à la guerre des 6 jours. Autre société qui a coopéré avec les Israéliens, Dassault. C'est le groupe aéronautique français qui a permis à Israël de posséder ses premiers missiles. Des missiles qui pouvaient transporter des ogives nucléaires. J'ajoute que très certainement c'est également la France qui a fourni à Israël son premier combustible nucléaire. Vous êtes convaincu? Ébranlé en tout cas. Alors ce n'est nullement une coïncidence quand les Israéliens ont compris qu'ils ne pouvaient plus compter sur la France. Ils ont fait appel à l'Allemagne. Ils auraient pu aussi s'adresser aux États-Unis, non? Non, les Américains ne voulaient pas partager leurs secrets militaires. Ils avaient très peur de la prolifération nucléaire. Et ce n'est pas un hasard si la vérité à propos de la disparition des 200 tonnes d'uranium, une partie de la vérité tout au moins, est venue des États-Unis. Mais très tardivement, en 1977. Pourquoi si? À cette époque-là, non? Les Américains étaient au courant depuis longtemps. Mais en rendant publique cette affaire, le président Carter a voulu faire pression sur ses alliés afin de les obliger à mieux contrôler les transferts nucléaires. La fuite n'était nullement innocente. Un dernier mot, si vous permettez. Je vous en prie. Le maillon faible dans cette affaire Plumbat, c'était l'Italien Sertorio. Quand les journalistes ont commencé à s'intéresser sérieusement à lui, il est mort, très opportunément. Les Allemands étaient-ils complices des Israéliens? Le magazine américain Time l'a affirmé en 1977 en précisant que l'ex-chancelier Kurt Kissinger avait assuré les Israéliens qu'ils pourraient déguiser leur achat d'uranium sous la forme d'une transaction privée effectuée en Allemagne de l'Ouest. Thèse reprise peu après par le journal allemand Der Spiegel et la France. En juillet 1995, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, révèle dans la revue Historia que c'est lui qui a appris en 1958 au général de Gaulle l'existence d'un accord nucléaire secret entre la France et Israël. Accord que le général aurait décidé de rompre immédiatement. Mais, affirme M. X, le général n'aurait pas été obéi. Confirmation apportée par le Canard enchaîné en octobre 1973. Le journal satirique écrit alors « Le groupement Saint-Gobain, Technique Nouvelle, Commissariat à l'énergie atomique, a installé de 1960 à 1963 au centre nucléaire de Beersheva une usine de retraitement de plutonium. Des équipes françaises avaient suivi le montage et la mise en marche de l'installation sous couvert d'une société bidon, la SIECC, dont le siège et pour cause était celui de la SGTN. Et selon Pierre Péan, que j'ai déjà cité, cette société aurait poursuivi ses activités bien après 1963. À samedi prochain, à samedi prochain, à samedi prochain, à samedi